Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre universitaire assez marquant, The Delectable Negro de Vincent Woodard. Alors c'est une œuvre posthume, hein, publiée après son décès. Ses éditeurs ont eu apparemment pas mal de défis pour la finaliser à partir de notes parfois fragmentaires. Le thème est audacieux, vraiment. Il explore la consommation littérale et symbolique des corps noirs, et aussi les dynamiques homoérotiques pendant l'esclavage aux États-Unis. En fait, Woodard retourne la question de Dubois. Qu'est-ce que ça fait d'être un objet comestible, d'être consommé? Et c'est intense. Donc voilà, on va explorer ça, cette intersection assez complexe entre cannibalisme, race, sexualité, pouvoir, dans l'Amérique du 19e. Oui, tout à fait. Et la thèse centrale de Woodard, c'est vraiment que l'homoérotisme, il existait pendant l'esclavage. Mais il est masqué. Masqué d'abord par notre compréhension actuelle de l'homosexualité, qui colle pas forcément, et puis par le manque de documentation directe, ou disons, de modèles pour lire entre les lignes. Alors, il utilisait les archives, bien sûr, mais aussi ce que Philip Bryan Harper appelle, enfin ce que Patrick Johnson reprend dans la préface, l'évidence de l'intuition ressentie. L'évidence de l'intuition ressentie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comme source, je veux dire, comment il s'en sert pour parler d'homoérotisme? Ça veut dire lire ce qui n'est pas dit explicitement, tu vois. Les tensions, les silences dans les textes, les désirs qui affleurent sans être nommés. Surtout dans les relations entre hommes, dans ce contexte hyper répressif. Oudard y traque les indices de ces dynamiques de pouvoir, de désirs qui sont pas forcément une identité gay comme on l'entend aujourd'hui, mais quelque chose d'autre. D'accord. Et alors, le point qui est peut-être le plus frappant, c'est cette histoire de cannibalisme. Vous disiez littéral. Il parle pas juste d'une métaphore, là, hein? Non, justement. Et c'est là que c'est particulièrement dérangeant. Oudard soutient que la consommation, c'était pas juste une image pour l'exploitation, quoi. Il a retrouvé des récits d'esclaves, des entretiens qui parlent, oui, de consommation littérale de chair noire par des blancs. Pour lui, la personne esclave était vraiment vue, traitée comme comestible. Ah oui, c'est ça, c'est assez terrible à imaginer. Il donne des exemples concrets de ça. Ouais. Oui, oui, il replace d'abord ça dans un contexte plus large, transatlantique. Les Africains déportés, comme les Igbos ou les Bakongo, ils croyaient souvent que les Européens étaient cannibales. Et Woodard dit c'était pas juste de la superstition, c'était peut-être une observation de la cupidité européenne, de cet appétit d'expansion, quoi. Le récit d'Alia et Sami, par exemple, va dans ce sens. Et aux États-Unis, il analyse des cas précis. Le maître Lewis qui consomme son esclave, George, de façon symbolique ou peut-être même littérale. Un acte lié à l'honneur masculin blanc, au secret. Il parle aussi des naufrages, comme l'Essex ou le Peggy, où les hommes noirs ont été les premières victimes de cannibalisme de survie. Ou des rituels de seasoning, assaisonnement, des corps suppliciés avec du sel, du poivre. Le récit de James L. Smith aussi, où la brutalité sexuelle et la faim du capitaine se mélangent. Et bien sûr, le traitement du corps de Nat Turner après son exécution, démembré, sa graisse utilisée. C'est glaçant. Et face à cette consommation systémique, comment les personnes asservies réagissaient? Woodard analyse des formes de résistance. Oui, c'est un autre point important. Il se penche sur Frédéric Douglass, par exemple. Douglass qui lutte contre cette consommation mentale, émotionnelle et sexuelle. Il doit naviguer des relations très troubles, incestueuses même parfois, avec le pouvoir masculin blanc. Et Woodard montre comment Douglas développe cette idée d'une mère masculine. C'est une façon de regagner une forme d'agentivité, de pouvoir créateur face à cette dévoration. Et du côté des femmes, est-ce qu'on retrouve ça chez Harriet Jacobs, par exemple? Absolument. Dans Incidents in the Life of a Slave Girl, Jacobs décrit aussi une consommation systémique. Elle parle de maîtres épicuriens, comme le docteur Flint, des hommes qui cultivent un goût pour la chair, la brutalité. Et elle montre que c'est complexe, ça dépasse le simple rapport maître-esclave. Ça implique les maîtresses blanches aussi. Et comment la figure de la cuisinière noire, la mamie, est liée à la fois à l'appétit des blancs et à leur contrôle. Les dynamiques érotiques sont partout et très tordues. Woodard évoque aussi des choses plus récentes, comme la polémique autour du roman de Styron sur Nat Turner. Exactement. Il analyse cette controverse des années 60. Elle révèle bien toutes les tensions autour de comment on représente la masculinité noire, la sexualité, le traumatisme historique.
Et il cite James Baldwin, qui lui voyait un lien très fort entre l'homoérotisme et cette histoire raciale douloureuse. Baldwin parle même de sa propre expérience, troublante, avec un officiel blanc. Pour lui, ce désir homoérotique était tissé dans la trame même du pouvoir racial américain. Bon, si on essaye de résumer, l'ouvrage de Woodard, il nous met vraiment face à cette réalité de la consommation littérale et symbolique qui était au cœur de l'esclavage. Et il montre que c'est totalement lié au pouvoir, à la race, bien sûr, mais aussi à la sexualité, y compris cet homoérotisme qu'on a souvent préféré ignorer. C'est exactement ça. Sa contribution majeure, c'est vraiment de dépasser la simple métaphore, d'aller voir le côté viscéral, les réalités physiques et aussi les dimensions érotiques cachées de cette culture esclavagiste. Il utilise pour ça des outils d'analyse assez novateurs et, oui, dérangeants. Il met en lumière comment l'appétit, le désir, au sens très large, façonnait ces relations de pouvoir. Et pour finir, peut-être une question pour prolonger la réflexion. Woodard suggère que comprendre ce statut délectable, ce réseau de désirs imposés et complexes, c'est essentiel. Pas juste pour saisir le passé, mais aussi pour comprendre des dynamiques de race et de pouvoir qui persistent aujourd'hui. Qu'est-ce que ça changerait pour nous maintenant de regarder vraiment en face cette histoire de consommation dans toutes ses dimensions, même les plus tabous?